Eva Sass, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. La COP27 s'est ouverte hier en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Est-ce que vous croyez encore à l'utilité de ces conférences ? Il faut absolument les faire parce qu'on est sur une trajectoire à 2,5 degrés. Donc, il faut renforcer les ambitions de baisse des émissions de gaz à effet de serre. L'enjeu, il est majeur, c'est préserver des conditions vivables pour l'humanité sur Terre. Donc, évidemment qu'il faut faire ces conférences. Maintenant, c'est vrai que je suis un peu pessimiste parce que aujourd'hui, les trajectoires sont pas suffisantes, les engagements sont pas crédibles et qu'on voit qu'il y a quand même encore beaucoup de paroles, de blabla, comme dirait Greta Thunberg. Et donc, je suis un peu pessimiste. Il faudrait finalement qu'il y ait une initiative de coopération renforcée, peut-être à l'initiative de la France, pour des États qui soient engagés sur des trajectoires crédibles. C'est vraiment ça qui manque aujourd'hui pour infléchir vraiment la trajectoire des émissions mondiales. Alors, il y a cette trajectoire, cet enjeu de la trajectoire. Il y a aussi un autre enjeu qui arrive, c'est donner de l'argent aux pays du Sud pour réparer les dégâts climatiques déjà là et anticiper les suivants. Ça aussi, c'est important ? Bien sûr, c'est le deuxième enjeu majeur, c'est financer l'adaptation et ce qu'on appelle les pertes et dommages pour les pays du Sud, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce sont ceux qui émettent le moins, mais qui ont le plus de conséquences sur leur sol. Et il va falloir, on pense à des pays comme le Pakistan, qui a connu des inondations extrêmement importantes, alors qu'il est très peu émetteur de gaz à effet de serre. Donc, on a une responsabilité et il faut financer de façon majeure, effectivement, les fonds d'adaptation et de réparation pour les pays du Sud. La France veut atteindre la neutralité carbone en 2050, ça veut dire baisser de 45% ses émissions si on repart de la base 1990. C'est jouable encore aujourd'hui, on peut le faire ? Ça serait jouable si on avait un autre gouvernement, j'ai envie de vous dire, parce que effectivement, il faut qu'on multiplie par 2 notre rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Pour l'instant, il y a des progrès, on va dire, c'est ce que dit le Conseil pour le climat. Le gouvernement est en progrès, mais encore de manière très insuffisante. On l'a vu encore la semaine dernière avec le financement de la rénovation thermique. Vous aviez proposé un amendement pour accélérer la rénovation thermique. Il coûtait 7,5 milliards d'euros, dit le gouvernement, cet amendement. 7 milliards, oui. Voilà, et il répond, on a déjà mis de l'argent sur MaPrimeRénov', on ne peut pas en mettre plus. Ils mettent 2,5 milliards, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Tous les rapports convergent pour dire qu'il faut plutôt 9 milliards d'euros. C'est la raison pour laquelle on a fait cet amendement. C'est un amendement qui est très concret. Je ne l'ai pas seulement proposé, surtout il a été adopté par la représentation nationale. C'est ça qui est important. Et balayé par le 49.3. Absolument. Donc c'est le gouvernement qui refuse cette mesure de bon sens, qui aiderait chacun d'entre nous à isoler son logement, qui aiderait aussi les propriétaires bailleurs, par exemple, qui vont plus pouvoir louer leur logement quand il est classé F ou G dès 2023 et pour certains jusqu'à 2028. Donc, on a besoin d'aider d'abord tous les particuliers, les ménages, mais aussi ces propriétaires bailleurs. Il faut mettre de l'argent sur la table, mais le gouvernement fait d'autres choix. Il n'y a pas de en même temps en écologie. L'écologie n'est pas la priorité de ce gouvernement. C'est ça le vrai problème. Quand on met 14 milliards pour aider les entreprises à baisser les impôts de production, oui, alors effectivement, on n'a plus les 7 milliards qu'il faudrait mettre sur la rénovation thermique. Une fois de plus, tous les bancs de l'Assemblée considèrent que c'est la mesure de bon sens pour économiser l'énergie aujourd'hui. Mais en face, il y a une crise économique qui pointe, notamment à cause de la crise énergétique. Et donc, baisser les impôts de production, faire du quoi qu'il en coûte, c'est aussi cela la philosophie du gouvernement. Sauver l'économie d'abord. Sauver la planète, c'est la condition de l'économie. C'est là où il faut faire des priorités. Les 2 priorités en matière d'écologie, c'est simple, c'est la rénovation thermique et c'est le ferroviaire. C'est les 2 choses sur lesquelles la représentation nationale a adopté des amendements et le gouvernement reste sourd en fait, alors que c'est vraiment les mesures de bon sens. Pourquoi le ferroviaire, c'est l'alternative aux véhicules individuels. Ce que veut faire Farandou, et il a raison, c'est des la SNCF, oui. C'est des RER métropolitains pour que les gens puissent moins prendre leur voiture dans les métropoles. C'est très concret. Et ça, le gouvernement refuse ces alternatives concrètes. En fait, il ne fait qu'une chose, c'est miser sur la technologie. La technologie, c'est important, il en faut, effectivement, mais ça ne permettra pas de sauver la planète et le climat, en tout cas pas à elle seule. Il faut aussi des changements d'usage, comme on dit, c'est-à-dire des changements de comportement, mais aussi de mode de vie et de production. Il faut prendre plus le train et moins l'avion, donc il faut faire des choix. Et pour l'instant, ce gouvernement ne fait aucun choix, à part des EPR en 2035. Alors le gouvernement met la pression ce matin sur la SNCF pour un bouclier tarifaire sur le train, que les prix ne montent pas, notamment pour les places les moins chères et pour les jeunes. Ça va dans le bon sens. Non. Et parce que ils sont dans le paradoxe, c'est-à-dire que justement on avait voté 3 milliards d'euros pour la SNCF pour qu'on puisse faire face aux surcoûts qui sont liés notamment à l'augmentation des prix de l'énergie. Ils refusent
cet amendement, dans le 49.3, il refuse les 3 milliards d'euros alors que Jean-Pierre Farandou leur demande effectivement de compenser ces surcoûts de l'énergie. Et d'un autre côté, ils vont leur dire n'augmentez pas les tarifs. Bien sûr que nous ne voulons pas augmenter les tarifs. D'ailleurs, nous faisons tout pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de tarifs. Sur un autre plan, par exemple, nous avons proposé d'augmenter le versement mobilité pour les entreprises pour éviter que le pass Navigo en Ile-de-France passe à 100 euros. C'est un enjeu majeur. On va pas, les usagers ne vont pas payer pour un service aussi dégradé un pass Navigo à 100 euros par mois. Ça n'est pas possible. Il est à 75 maintenant, en zone 5. Absolument. Donc, passer de 75 à 100 euros, ce n'est pas une paille. Et pour ça, il faut aider les collectivités, il faut aider la SNCF. Et c'est là où l'État doit intervenir. Il doit payer ces surcoûts de l'énergie. Il y a un bouclier tarifaire pour les entreprises, il y a un bouclier tarifaire pour les ménages. Il faut aider très directement la SNCF pour qu'il n'y ait pas d'augmentation des prix du TER et pour qu'il n'y ait pas d'augmentation du pass Navigo. Alors votre combat n'est peut-être pas perdu parce qu'une nouvelle loi arrive en débat, une loi sur les énergies renouvelables. Elle a été votée au Sénat, avec le soutien des sénateurs verts d'ailleurs. Donc ça part bien. Il y avait un retard très important à rattraper. Donc nous, tout ce qui va dans le sens du climat et de l'écologie, bien sûr, on le vote. On n'est pas là pour s'opposer, on est là pour accompagner la transition écologique. Donc aujourd'hui, la France est le seul pays à ne pas respecter ses objectifs en Europe en matière d'énergie renouvelable. On est à 19% d'énergie renouvelable alors qu'on devrait être à 23%. Donc il y avait un retard important à rattraper. Donc il est positif qu'il y ait une loi d'accélération des énergies renouvelables. Et puis, on a obtenu des avancées assez importantes. Donc, on est satisfait, effectivement, de cette loi. Et j'espère qu'elle va rester en l'état à l'Assemblée nationale. C'est vraiment ça l'enjeu. Parce que, par exemple, on a combattu une mesure que voulaient les Républicains. C'est le droit de veto des maires sur l'implantation des éoliennes. Là, on est dans le très concret. Eh bien, nous savions que si ça s'était adopté, eh bien, il y aurait au contraire eu un coup de frein sur l'éolien terrestre. Donc, on s'est battu contre. Et de fait, ce n'est pas dans la loi qui a été adoptée au Sénat. Donc, si ça reste en l'état, nous soutiendrons cette évolution. Et pourtant, il y a une résistance de l'opinion aux éoliennes, il y a une résistance d'élus locaux. Il faut l'écouter un petit peu, non ? À chaque fois, mais les journalistes disent ça, oui. Mais les sondages disent absolument le contraire. Oui, les sondages globaux, mais dès qu'on est sur une implantation locale, on voit des habitants se dire, est-ce que c'est pas gênant pour ma santé d'avoir des éoliennes ? Est-ce que c'est pas gênant pour les paysages ? Non, mais c'est faux. Hein. Les gens qui sont dans une zone d'implantation des éoliennes sont également favorables aux éoliennes. Pourquoi ? Parce que les Français, en fait, ont compris ce que c'était que l'écologie, ont compris qu'il fallait évoluer et qu'il n'y avait pas que le nucléaire dans la vie, qu'il fallait aussi développer les énergies renouvelables. Donc oui, les énergies renouvelables, c'est l'éolien terrestre, c'est l'éolien offshore, c'est le photovoltaïque et il faut jouer sur tous les tableaux. Et donc les Français accompagnent au contraire cette évolution. Les derniers des militants de l'écologie dans les musées ou sur les routes divise l'opinion. Est-ce que ces militants-là ne vont pas dresser une partie de l'opinion contre l'écologie parce que ces actions empoisonnent la vie quotidienne ? Alors, empoisonne la vie quotidienne, bon, ça, c'est le droit de manifester. Les routes bloquées, oui, c'est sûr, mais est-ce que c'est le meilleur moyen de convertir les gens ? Ce qui est sûr, moi, je comprends que les jeunes s'exaspèrent devant l'inaction du gouvernement. Après, nous, notre limite, elle est très simple, c'est la non-violence, et ça fait partie des 4 valeurs cardinales des écologistes. On a toujours été non-violent, on le restera. Donc, dans la limite de la non-violence, oui, on soutiendra ces actions. Est-ce que ça fédère l'opinion publique? Je ne sais pas, mais ça fait parler de l'écologie. Il faut d'abord en parler. Et effectivement, peut-être notre rôle à nous, c'est plutôt de fédérer autour des objectifs de transition écologique. Chacun a son rôle, finalement. Donc, nous sommes à l'Assemblée nationale en responsabilité et on essaye de rassembler sur des objectifs comme celui que je disais tout à l'heure, la rénovation thermique. Il fallait peut-être pas aller, si on était élu vert, à la manifestation des Deux-Sèvres, qui était interdite. Bien sûr que si. Nous avons toujours eu un pied dans les mouvements, un pied dans l'institution et nous allons continuer sur ces 2 pieds. C'est la tradition des Verts. Vous savez, Noël Mamère, en 2004, a célébré le premier mariage homosexuel contre la loi. Les fauchages d'OGM, etc. Voilà, et aujourd'hui, on lui rend hommage et on est ravis qu'il l'ait fait. Il a été précurseur et nous serons toujours précurseurs. Les Verts avancent vers leur congrès, ça sera la toute fin du mois. Vous soutenez la motion de Sophie Bussière, c'est pas la motion favorite. Que doit devenir ce parti ?
un parti de responsabilité. Je crois que ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même trop peu d'ambition pour l'écologie. On n'a pas construit encore aujourd'hui un parti de gouvernement à même d'accéder aux plus hautes responsabilités. Donc moi, c'est pour ça que je soutiens Sophie Bussière avec Yannick Jadot, parce que nous pensons qu'il faut un cap et une ambition claire pour ce parti. Il ne s'agit pas juste d'atteindre un groupe à l'Assemblée. On est ravis d'avoir un groupe à l'Assemblée, mais ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et notre objectif à nous, c'est vraiment construire un parti qui soit à même d'être un parti de gouvernement et de remporter les élections. Et est-ce que Sandrine Rousseau, qui critique les Verts, elle a critiqué Jadot, elle a critiqué Bayou, porte une trop grande radicalité pour incarner ce parti de responsabilité ? C'est une option différente qui a aussi son utilité, comme je vous disais, ça fait parler de l'écologie politique, ça c'est sûr. Après, justement, nous défendons une option différente, c'est celle d'une écologie plus fédératrice, à même de remporter des majorités. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans les mêmes motions. Elle divise aussi le parti, elle crée des tensions internes, non ? Oui, bien sûr qu'elle crée des tensions internes. Et c'est vrai que ce congrès va être aussi celui de la vérité de ce point de vue-là. Quelle est la majorité qui se dégage ? Quelle est l'orientation qui se dégage ? Et est-ce qu'on veut juste faire parler d'écologie ou est-ce qu'on veut fédérer autour de l'écologie ? Alors on apprend ce matin que c'est Éric Dupond-Moretti qui va plaider à l'Assemblée au nom du gouvernement contre l'abolition de la tauromachie, puisque ça va venir en débat. Est-ce que sa verve vous effraie ? Pas du tout. Non, mais là aussi, je crois qu'il y a de plus en plus une majorité, en tout cas un courant très fort dans l'opinion qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est lutter contre la maltraitance animale. Mais peut-être pas interdire brutalement tout de suite, mais trouver un parcours d'extinction de la tauromachie ? Écoutez, ça fait longtemps qu'on en parle, longtemps que nous-mêmes, écologistes, nous défendons l'abolition de la corrida. Je pense qu'il faut quand même passer à la modernité. C'est une tradition qui me paraît archaïque et je pense qu'il faut arrêter d'être conservateur et surtout conservateur sur des pratiques qui sont cruelles et qui ne sont pas justifiables. Eva Sas, merci et bonne journée. Merci. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain à 7h45, votre invité sera l'historien Fabrice Dalméda.